On commence donc cette édition avec les interviews de l'IA. Et cette semaine, autour de la table, j'ai le grand plaisir de recevoir Thibaut Renouf, qui est le co-CEO de Partout et qui va nous parler de son étude d'impact de l'IA dans les interactions clients. Et avec nous également, nous avons Kylian Vermèche, PDG et cofondateur de Miralia. Miralia, nouveau nom de Golem AI, n'est-ce pas? Tout nouveau, belle annonce, on va en discuter. Mais on commence avec vous, Neil Ziguidour. Vous avez travaillé chez Facebook AI Research, également au sein de Google DeepMind. On vous a connu, nous, plus particulièrement au moment du lancement de QTI, le laboratoire de recherche en intelligence artificielle à but non lucratif. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait fait une vidéo ensemble où vous nous montriez Moshi Absolument. en action. Voilà, vous êtes vraiment un spécialiste des technologies IA vocales. Et en septembre, vous décidez en fait de partir pour devenir le PDG de Gradium. Gradium qui veut développer donc des modèles d'IA vocales en temps réel. Donc, start-up, vous avez décidé d'arrêter la recherche pour passer à l'application? Alors, c'est une histoire intéressante. Partir, pas tout à fait, parce qu'en fait, donc quand on a créé QTI, on voulait créer un environnement de recherche où on puisse faire de l'innovation. Et mon expérience, aussi bien chez Facebook que Google, c'est que le contexte le plus propice à l'innovation, c'est un contexte où il n'y a pas de distraction vis-à-vis d'un produit, de clients. Et donc, on voulait vraiment créer un laboratoire à but non lucratif pour se concentrer sur la partie scientifique. Ça a donné de grands succès qu'on a mis en open source. Moshi pour le premier modèle de conversation en temps réel. Ensuite, on a fait le premier modèle de traduction de voix en temps réel. Unmute qui permettait de faire parler n'importe quel LLM de texte avec une voix choisie à partir de 10 secondes d'audio et une personnalité arbitraire. Si bien que ça commence à créer de l'intérêt aussi de la part de grandes entreprises, de grands développeurs de jeux vidéo, de grands groupes de presse, de grands groupes de call center. Et on voyait de l'intérêt pour des technologies qui allait hors de la mission d'un laboratoire de recherche. Et donc, on a décidé de créer Gradium pour répondre à ces besoins. En fait, première spin-off absolument. De QTI. Donc, on a levé 60 millions d'euros cet été pour démarrer Gradium. C'est une grosse levée de fonds, mais qui est à la hauteur de notre ambition, qui est de devenir le leader mondial sur la voix. En particulier, nous, on se concentre pas sur des applications spécifiques, mais sur les modèles en eux-mêmes. Donc, on entraîne des modèles d'intelligence artificielle en voix pour retranscrire de la voix, pour générer de la voix, pour traduire de la voix, pour transformer de la voix. Et quand je dis que je suis pas tout à fait parti de QTI, c'est qu'en fait, Gradium est une spin-off de QTI. Le laboratoire QTI et Gradium sont localisés dans le même bureau. En particulier, le directeur scientifique de Gradium est à temps partiel chez QTI et chez Gradium. Comme ça, QTI continue de pousser la recherche à long terme sur la voix et Gradium se concentre plus sur les produits. Parce que QTI, c'est de la source ouverte. Absolument. Est-ce que Gradium, vous publiez aussi? Alors, Gradium n'a pas pour mission de publier la recherche, mais en fait... Gradium, notamment, a sponsorisé des projets de recherche côté QTI et va continuer de soutenir autant que possible le développement d'une recherche ouverte à QTI. Okay. Pour nous, ce n'est pas incompatible du tout avec le fait de faire des produits compétitifs. D'accord. Le pari que vous faites, c'est quoi? C'est que l'interaction vocale, c'est l'interface du futur? L'interaction vocale, c'est l'interface du futur avec des produits qu'on utilise déjà. En fait, très souvent, quand on tape du texte au clavier, en fait, ça irait beaucoup plus vite de converser avec son ordinateur ou son téléphone. Mais il y a un frein à l'adoption qui est la robustesse des IA vocales aujourd'hui. C'est que parfois, on essaye 2-3 fois et si ça ne marche pas, en fait, on se lasse et on a plus confiance en nos doigts qu'en la capacité du modèle à nous comprendre. Et aussi... Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu le développement conjoint de l'intelligence aussi des LLM. C'est-à-dire qu'auparavant, non seulement la partie vocale n'était pas très qualitative, mais on parlait à des modèles qui n'étaient pas très compétents. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des agents. Donc, si je parle à mon téléphone, je peux lui faire réaliser des tâches, je peux lui faire prendre un rendez-vous, je peux lui faire regarder l'état de ma commande, etc. Et donc, le développement de l'intelligence des modèles fait aussi qu'on a plus envie de converser avec eux. Et donc, c'est à la fois parler à des modèles qui sont plus intelligents et que l'interaction soit plus naturelle qui va faire que cette technologie va être adoptée. Plus intelligent ou qui maîtrise mieux le langage naturel, en tout cas. Tout à fait. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, ils maîtrisent très bien le langage naturel, qu'on les retrouve dans nos smartphones, comment vous faites pour créer un leader mondial face aux mastodontes qui sont déjà en place? Alors ça, comme vous en doutez, c'est une question que s'est évidemment posée quand on a créé Gradium. Ouais. De manière intéressante, on y avait un peu répondu avec QTI déjà. Donc quand on a fait Moshi, on était au début 4 contributeurs sur Moshi.
Pour vous donner un ordre d'idée, ce genre de projet dans une big tech, c'est minimum une centaine de personnes, et typiquement, ça va plutôt se rapprocher de plusieurs centaines de personnes. Or, on a pu faire les premiers modèles de conversation en temps réel avant OpenAI, avant Google, et on est encore les seuls à avoir une latence aussi faible. Ce qui a permis ça, c'est assez intéressant en voix, c'est que les modèles d'intelligence artificielle vocale sont beaucoup moins gourmands en ressources de calcul que les modèles de texte, et donc on n'a pas besoin d'avoir une infrastructure aussi titanesque que les grandes sociétés de technologie pour entraîner des modèles compétitifs. Le secret pour être compétitif, c'est d'avoir des experts, et mon équipe, aussi bien qu'Acuta qu'Agradium, est constituée des meilleurs experts mondiaux, tous issus des laboratoires comme ceux de Meta ou de DeepMind, et donc cette expertise, on a les moyens tout à fait nécessaires pour la convertir en modèles qui sont compétitifs avec des géants qui ont beaucoup plus de ressources. Ouais, et puis vous avez l'ambition, et ça, absolument, ça c'est énorme. Est-ce que vous avez des questions? Parce que dans les premiers clients, vous avez déjà les premiers clients Gradium, donc vous avez le monde du jeu vidéo et de la relation client. La relation client, l'apprentissage des langues. Je sais que ça va connecter avec les sujets de nos autres invités. Ouais. Bah, moi, j'avais une petite question éventuellement, mais en gros, nous, on intègre tout ce qui est LLM pour des conversations par message pour des grands groupes français sur du message WhatsApp, Facebook, etc. Et après, il y a un autre sujet qui est le vocal. Et demain, l'enjeu, c'est de transformer des interactions sur WhatsApp que je peux avoir avec Carrefour ou Leclerc, ou etc., en conversation vocale, parce qu'ils ont des millions d'appels. Et le truc qui était bloquant, c'est la latence et que tu as déjà évoqué, mais aussi le fait de couper tout ça. Et donc la question, c'était un peu de savoir si tu passais à chaque fois par du texte, donc en gros du speech to text, ensuite tu transformes ça en speech, ou alors est-ce que vous faites du voice to voice, c'est-à-dire des modèles où ça passe directement par le vocal? Donc là, en fait, il y a deux manières de créer une interface vocale intelligente. Effectivement, historiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une IA qui retranscrit ce qu'on dit, on a un modèle de texte qui prend une réponse, et ensuite on a un modèle de synthèse vocale. Nous, on a commencé par balayer tout ça pour faire le premier modèle qui allait directement de la voix à la voix, ce qui permet une latence sans précédent. Donc ça, c'était Moshi. Cependant, ce qu'on a réalisé, c'est qu'une limitation de ces modèles, c'est qu'ils sont très difficiles à personnaliser. En particulier, je suppose que vous, en tant qu'utilisateur de LLM de texte, régulièrement, vous allez vouloir changer de modèle, vous allez vouloir utiliser un modèle de Mistral, puis passer à un modèle d'OpenAI ou passer à un modèle de Google. Et donc, si jamais vous deviez refaire toute l'intégration de voix à voix sur ce genre d'IA, le manque de modularité fait que c'est très pénible. Nous, on a vu que bien que la latence soit supérieure avec les modèles où on cascade 3 systèmes, le gros avantage, c'est qu'on peut changer le modèle de texte sous-jacent, on peut mettre un agent. Donc un agent, c'est un LLM, mais qui en même temps peut agir sur une base de données, récupérer des informations d'un système d'information, etc. Donc en fait, la facilité à personnaliser et à contrôler les modèles est largement supérieure sur les interfaces cascadées. Donc nous, c'est pour ça qu'on a commencé avec ça à Gradium. Ceci dit, on a beaucoup travaillé sur le fait de réduire la latence de ces systèmes cascadés en dessous de la seconde et plus proche des 500 millisecondes, si bien que en réalité, la qualité de l'interaction reste très élevée. C'est-à-dire qu'on a c'est Comment beaucoup s'appelle mieux. le modèle? C'est plus Moshi, c'est plus Unmute, c'est C'est simplement Gradium. Gradium, Okay. Pour l'instant, on n'a pas de petit nom pour ces modèles. Mais ce qui est sûr, c'est que la fin du chemin scientifique sur ces modèles, c'est de voix à voix. Ça, c'est incontestable. Et non seulement de voix à voix, mais ce qu'on appelle full duplex, c'est-à-dire il n'y a plus de notion de tour de parole où soit on parle, soit on écoute. C'est comme quand on est au téléphone avec quelqu'un, pendant qu'on parle, parfois notre interlocuteur va acquiescer, dire couper la parole. Tout à fait. Voilà. La conversation continue. Alors, on va passer à Kylian Vermèche, donc PDG cofondateur de Miralia. C'est un rebranding tout récent de Golem AI, start-up française qui utilise l'intelligence artificielle. Vous nous dites neurosymbolique, j'explique. Très simplement, en 2 mots, c'est que ça se base à la fois sur les systèmes d'apprentissage automatique à partir des données et en même temps sur les techniques de règles avec des logiques prédéfinies. Ça, vous avez choisi cette combinaison de techniques d'IA pour apporter de l'IA explicable. C'est ça, c'est une des raisons, oui. En gros, est-ce que ça permet d'avoir une transparence vraiment totale? Alors oui. L'idée, c'est qu'on traite pour nos clients des messages dits critiques. Alors critique, ça peut autant être critique parce que c'est légalement critique, c'est-à-dire, par exemple, l'obligation d'être capable d'expliquer à son client final ou à son utilisateur une décision. Je pense à l'assurance, par exemple. Ouais. Mais aussi critique parce que ça peut être considéré comme business critical. Par exemple, un message sur lequel on n'a simplement pas le droit à l'erreur parce qu'il s'agit d'une commande commerciale de 1 million d'euros, des choses comme ça. Voilà. Ouais.
Et donc, nous, on se situe vraiment dans ce sujet-là. Donc, c'est vraiment l'autre bout du spectre par rapport au chatbot, par exemple. Et donc, pour ces raisons-là, on a le devoir, on s'est donné le devoir, et c'est devenu une obligation maintenant vis-à-vis de nos clients, d'être capable d'expliquer les décisions qu'on prend. Donc, Mais sur la partie IA symbolique, je comprends bien, parce que là, c'est un système, un système expert, en fait, de règles. Mais vous avez quand même une partie machine learning, où là, ça peut être un peu plus compliqué de remonter sur la décision. Le jeu vient de les faire travailler ensemble. C'est-à-dire que en fait, les systèmes connexionnistes au sens large, donc machine learning, deep learning, IA générative, vont nous servir dans notre cas d'une forme, on parle d'une heuristique dans le monde tech, mais c'est-à-dire qu'au moment, ils donnent des indices, ils donnent des informations qui vont permettre derrière au système symbolique d'aller chercher l'information elle-même à l'intérieur du flux. Donc c'est comme si vous aviez d'abord un prof qui vous aide un peu dans une prise de décision, pour ensuite derrière avoir la personne experte, la validation, qui va être faite sur l'ensemble de la chaîne. Voilà. Donc l'idée, c'est que tout ce qui est faisable avec l'IA symbolique seule va être fait avec l'IA symbolique seule. Et par contre, il y a quand même des sujets, je pense notamment à l'horizontalité de la connaissance, où l'IA générative va être très forte. C'est-à-dire que nous, on est très bon sur les verticales. Comprendre le message précis d'une déclaration, d'un sinistre en assurance, on va pouvoir aller très loin. Par contre, s'il s'agit d'aller vraiment comprendre un autre message à côté, une question non prévue, des choses comme ça, et là, on va venir interagir avec d'autres systèmes qui vont ensuite communiquer entre eux, mais garder cette chaîne de démontrabilité sur l'ensemble. Et vous, votre marché, c'est la relation client en premier, c'est ça? Oui, c'est la relation client, notamment dans les services, ce qui dit les services financiers, donc banque, assurance, mais on a aussi des clients dans le retail, dans le tourisme, etc. D'accord. Et pourquoi c'est pertinent pour la relation client en particulier? Alors, c'est pertinent pour la relation client des messages critiques. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, on est à l'autre bout du chatbot. Si vraiment le sujet, c'est d'être capable de répondre à une question simple d'un client qui a besoin de retourner un t-shirt, des choses comme ça, il y a des systèmes qui vont le faire de manière, très honnêtement, plus simple que ce qu'on fait avec Miralia. D'accord. Par contre, si vous recevez des messages qui sont des messages complexes, avec 3 ou 4 pièces jointes, vous recevez du courrier papier dans lequel il y a 5 documents différents dans la même lettre, des choses comme ça. Là, on arrive sur des sujets qui sont très métiers, qui demandent une connaissance très pointue. L'assurance, par exemple. Voilà. L'assurance, c'est notre plus gros secteur aujourd'hui, c'est plus de la moitié de nos clients. Et dans nos clients assurances, on va être capable de traiter une déclaration d'un sinistre, par exemple. Vous avez un accident de voiture qui peut impliquer un accident de personne aussi, des choses comme ça. Donc on arrive vraiment sur des sujets qui sont très complexes et très sensibles aussi. D'ailleurs, ça touche à d'autres questions que la souveraineté, etc. Alors, ça m'intéressait de vous inviter aussi parce que vous êtes un peu l'expert technique de l'entreprise depuis le début, qui a décidé de prendre les rênes de l'entreprise, d'en devenir la tête de pont, de venir dans les médias communiquer. C'est intéressant parce que je trouve que jusqu'ici, les techos, on va dire, étaient un peu en retrait. Et là, maintenant, ça y est, on vous voit, quoi. Et moi, je suis ravie. Oui, c'est un pas qui n'est pas facile à faire, j'imagine. Non, c'est un pas qui a été effectivement un challenge. En fait, ça s'est fait assez naturellement avec l'histoire de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est né d'une team tech. On est créateur de notre propre IA. Et on a cette position un peu similaire à ce que va avoir Gradium, mais si ce n'est que vous l'avez en 2 entités, où on a d'un côté la recherche qui crée notre IA de zéro, et de l'autre, une partie de l'entreprise qui crée un produit qu'on distribue sur étagère à nos clients. Et en fait, c'est au moment où on a fait ce shift-là que j'ai fait la transition de CTO à CEO. On est passé d'un leadership très technologique à un leadership très produit, même si l'intérieur de l'entreprise a toujours ces 2 aspects. Des questions ou une réaction Non, mais je comprends tout à fait ce chemin de passer de la technique à... En fait, c'est intéressant. Nous, on avait considéré l'option de collaborer avec des entreprises qui pourraient faire ce qu'on a finalement fait avec Gradium. On s'est vite rendu compte que, selon moi, j'en suis convaincu, on ne peut pas diriger une entreprise qui est fondamentalement technologique si on ne comprend pas le moindre détail technique. Et moi, je suis l'un des experts de tous les algorithmes qu'on développe et qu'on vend à Gradium. J'ai contribué à leur développement depuis le début. Donc on comprend leurs limites, on comprend leur fonctionnement. Donc voilà, c'est assez naturel en réalité. On sait ce qu'on vend, quoi. Tout à fait. Allez, Thibaut Renouf, on passe à vous. Vous êtes, donc, je le disais, le co-CEO de Partout, plateforme de marketing local spécialiste de la relation client. On reste dans ce sujet. Vous avez publié une étude sur l'impact de l'IA dans ces interactions très spécifiques, à partir de données que vous avez observées chez les entreprises qui utilisent votre assistant IA intégré. Est-ce que vous pouvez nous dire des points clés de cette étude? En fait, ça marche pas déjà? Non, pour prendre du recul, parce que nous, on a une particularité, je pense, on ne développe pas notre propre intelligence artificielle. Donc on est différent en soi. Nous, on est 350 collaborateurs, mais on accompagne 1300 enseignes. Donc en gros, c'est toutes les enseignes que vous connaissez qui ont des points de vente. Donc ça va
de Renault à Leroy Merlin en passant par Toyota ou BNP. Leur problématique à ces entreprises, c'est qu'elles ont énormément d'interactions clients. Elles vont avoir des interactions clients, notamment locales. Toutes les entreprises qu'on accompagne, vous les connaîtrez toutes, elles ont toutes des points physiques. Et ces points physiques, ça va être notamment des points de vente. BNP, ça va être les agences. Leroy Merlin, ça va être des points de vente, etc. Et nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est gérer ces informations. On gère 350 000 points de vente. On est leader en Arabie Saoudite, on est leader en Amérique latine, en France, en Espagne, en Italie. Et on s'est rendu compte qu'on était assis sur une manne de données qui était juste immense, à savoir les avis Google Maps. Donc on a plus de 100 millions d'avis, 200 millions d'avis. Et en fait, notre travail, ça n'a pas été de travailler sur les fondamentaux de l'IA. Et là, je rejoins, moi j'ai passé 200 heures à me former, je ne suis pas technicien, mais je suis passionné de voice-to-voice, je suis passionné d'embedding, de vectorisation, etc. Mais je n'ai pas du tout fait ce métier. Mais j'ai eu cette conviction que moi qui venais du monde métier, j'avais besoin de comprendre les fondamentaux techniques pour les appliquer en utilisant des modèles fondations qui ne sont pas les nôtres, notamment OpenAI et d'autres pour faire des variations, etc., pour appliquer à deux concepts assez simples, le machine learning et l'IA générative. Le machine learning, c'est très simple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse 100 millions d'avis et on va taguer ces avis sur la base d'irritants et sortir des tendances. Comparer les concurrents et dire les frites sont froides chez McDo, mais sont-elles plus froides que chez Burger King, si je dois simplifier. Okay. Et donc, non mais en fait, c'est vrai qu'elles sont froides partout. De manière exactement. Et en fait, dire à McDo vos frites sont froides n'apporte pas vraiment de valeur. Oui. Alors que dire voilà les 50 magasins, restaurants où les frites sont les plus froides. En fait, on va apporter notre vision, c'est d'apporter de l'IA concrète au service des clients pour délivrer une valeur hyper concrète. C'est-à-dire que je sais en tant que directeur marketing quelles sont les problématiques de mon réseau. Et comment je me compare à la concurrence. Donc ça, c'est une vision un peu machine learning, et après on le fait sur plein d'autres aspects, les réseaux sociaux, etc. Mais je voudrais aussi parler de l'IA générative. L'IA générative, nous, on va l'utiliser dans la main des points de vente, c'est-à-dire que les points de vente utilisent notre application au quotidien. Donc on a 1500 opticiens Atoll dans les différents 700 opticiens qui vont répondre à nos avis, et ils vont suggérer des réponses sur la base d'intelligence artificielle, sur la base de prompts qui ont été définis par le central. Donc quand on a un avis qui dit super opticien et qui donne souvent, on ne sait pas quoi répondre. Et donc là, ce qu'on va faire... Merci beaucoup, exactement. Mais il faut mettre les formes, etc. Puis on n'a pas trop le temps, donc on va générer une réponse. Et ensuite, on va la retravailler pour la personnaliser. Donc on ne fait pas de la réponse automatique sur des avis textuels, sinon ça pourrait être problématique, mais on vient supporter ça. Donc ça, c'est tout le pan, je dirais, satisfaction. Et ensuite, on a un autre pan qu'on a développé, c'est le conversationnel. Alors ça, je pense qu'on est à l'autre bout du spectre, encore une fois. Donc nous, notre spécificité, c'est qu'on fait des chatbots simples. Et on va le faire at scale. Pour des clients. Donc là, si je prends un exemple très simple... Donc là, votre étude, parce que je vous ai lancé sur une étude, on n'en avait pas encore parlé. Mais l'étude, c'est très simple. C'est là-dessus, c'est sur les chatbots. En gros, non, c'est sur les avis. Ah, donc, sur les avis. En gros, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est de regarder quelle est la note moyenne par secteur, quelles sont les enseignes qui sont les top performers, quels sont le nombre d'avis, comment il évolue, comment évoluent les notes. Et en fait, on va apporter cette couche sectorisée qui permet juste à AXA de savoir comment évoluer leurs notes par rapport à la concurrence. Au responsable marketing, en fait, d'absorber une quantité de données qu'il n'est pas capable de digérer aussi vite. J'ai 4,2 sur Google Maps sur 100 000 avis. Qu'est-ce que ça m'apporte ? La réalité, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je suis en dessous ? Est-ce que je suis au-dessus ? Quels sont les thèmes ? Tout ça. Et nous, donc on a une approche qu'on appelle consultative, c'est-à-dire qu'on va avoir un soft, une technologie, mais on va apporter une couche d'accompagnement, notamment en fournissant des études sur ce genre de choses. Et cette étude, donc c'est une étude qu'on fait chaque année, qui est un peu le baromètre des avis. Et comme on est assis sur énormément d'avis, on va pas donner bien sûr des choses qui sont confidentielles parce que c'est public, et on va essayer de pas donner trop d'infos. Mais par contre, avec la validation des clients, on va pouvoir faire un top 3 des enseignes, je sais pas, dans tel secteur ou tel autre. Et l'autre sujet oui, je vous ai coupé donc sur les chatbots. Ouais, qui est un peu plus futuriste, et c'est pour ça que je trouve que ça rejoint tout ce qui est voice, c'est qu'en fait, nous, on voit que les gens, ils appellent nos clients. Donc si je prends un Leclerc, et les 2500 magasins, vous appelez des 20 millions d'appels par an. Et ça, pour tous nos clients, des agences immobilières, etc. Et le taux de décroché, il est pas fou. Le problème du taux de décroché, c'est vous appelez une agence immobilière, elle répond pas, vous allez dans une autre. C'est 40% de non décrochés sur les agents immobiliers. Et donc, ils se disent comment je fais pour en fait, capter ces gens-là. Donc, la première chose qu'on a eu comme idée, c'est de faire des messageries WhatsApp. Donc, on a un agent IA qui s'appelle Jim, qui est connecté à une base de connaissances avec un prompt et qui peut répondre aux questions des utilisateurs sur WhatsApp, sur Facebook Messenger, sur Instagram, sur SMS, sur les appels manqués, etc. Donc, il y a toujours quelqu'un qui me répond. Toujours quelqu'un qui répond. Sur la base... Mais c'est une IA. Alors, c'est une IA avec ce qu'on appelle le handover. C'est-à-dire quand l'IA ne peut pas répondre, elle donne la main. Et le magasin peut avoir dans son application mobile partout. Donc on a 100 000 utilisateurs de l'application. Et là, il y a un niveau de satisfaction qui est correct ? Très correct.
En fait, c'est tout simple. Il faut juste définir les cas où on peut répondre et les cas où on ne peut pas répondre. Ouais. Et donc, l'IA, on peut la prompter. Elle est dans toutes les langues. Donc, on a un client Cache Converter qui est en Belgique. Quand ça dit allô, il faut répondre en flamand. Quand elle dit bonjour, on répond en français. Donc, ça, c'est dans le prompt. C'est hyper facile. Les IA, elles parlent toutes les langues. Il n'y a pas de débat. Et ensuite, elle dit est-ce que vous reprenez les mangas ? Et on dit non, on rachète pas les mangas. Par contre, on rachète les BD. Et ça, on l'a juste mis dans la base de connaissances. C'est très simple. Par contre, s'il commence à dire est-ce que vous avez ce truc-là en stock ? Ça, on l'a pas encore. Et donc, il va juste dire, malheureusement, nous n'avons pas en stock. Par contre, on peut vous rediriger vers le magasin le plus proche. Donc là, on a une fonctionnalité qui est hyper simple. Comme on gère toutes les fiches Google Maps et Apple Plan et Waze et TomTom, on va juste Et les là, renvoyer. quand vous le racontez, on se dit c'est génial. Sauf que moi, ce genre d'expérience, je ne la vis jamais pour l'instant. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? C'est très simple parce qu'il y a déjà un premier sujet qui est que nous, en gros, notre chiffre d'affaires, on fait un gros chiffre d'affaires parce qu'on est rentable, on est 350. Il est majoritairement sur des outils, je dirais, historiques, c'est-à-dire de réponse aux avis, de gestion de la visibilité locale, de sites internet, etc. Donc on a toute une suite de produits. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'innover. Et donc nos rendez-vous avec les grands comptes, on les fait beaucoup aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Vous voulez dire qu'il faut encore les convaincre ? Ah oui. Enfin, qu'on est qu'au tout début. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Ouais. À nous, Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi trop de mythes et de rêves ? On ne vend pas un peu trop du rêve ? Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, on est capable de gérer de la relation client avec des IA ? Voilà, on est Vous en avez train, 1 minute à 3 pour me répondre. Il y a une partie humaine qui est d'étude du comportement humain et du rapport des humains aux machines qui fait que c'est pas qu'une question technologique, c'est-à-dire que même si le système était parfait, il y aurait quand même des questionnements. Ceci dit, pour moi j'ai une règle d'or, c'est que tous les gens qui sont pessimistes en intelligence artificielle finissent par avoir tort au bout de 3 ou 6 mois. Donc tout ce qui n'est pas résolu aujourd'hui sera résolu tôt ou tard. Donc moi, j'ai un point de vue assez fort aussi là-dessus. Très vite. Très vite, c'est que en fait, le problème, c'est que les gens voient des démos de fous. Tout le monde montre des super démos. Et la question, c'est est-ce que ça scale ? Et en fait, quand on leur montre... Donc, il y a des choses vraiment folles qui sont développées et on leur fait des démos. Nous, on a fait des démos par ailleurs où on appelle un point de vente, on donne les stocks, etc. C'est une démo. Et nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de la prod, c'est déployer. Et quand on leur montre, ils nous disent « Ah, c'est tout ?» Et en fait, on dit « Bah oui, mais ça marche et c'est déployable et c'est trop bien. » Allez-y, quoi. Et donc, allez-y. Mais par contre, ils voient à côté qu'il y a des démos qui sont juste futuristes et ils se disent « Je veux faire ça, mais c'est pas encore en prod. » Kylian, un mot. Oui, en fait, je pense qu'on est dans le moment du passage à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse période de mythe. On arrive dans un moment où les cas deviennent réels. D'ailleurs, on voit typiquement ce qui se passe là avec Radium et ce qu'on fait chez Miralia aussi. C'est-à-dire qu'on crée des vrais produits basés sur des promesses qui ont été entendues pendant longtemps, c'est vrai. Là, aujourd'hui, Donc quand là, même. ça y est. Voilà. C'est l'an 1. Merci beaucoup à tous les trois. Et à suivre, on va parler d'une autre promesse, celle des lunettes connectées.